Salut à toi, jeune passionné de sport. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo ici sur Sported. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sport que tout le monde connaît, qui est devenu ultra populaire, notamment par le biais de l'EPS et par le biais de l'équipe de France, masculine et féminine, qui maîtrise tout dans son domaine. Je parle bien évidemment du handball. La logique d'activité du handball, elle va être similaire à celle du football. En effet, nous sommes sur un sport collectif qui se joue dans un espace interpénétré. Les équipes peuvent aller dans les deux camps, avec pour objectif de marquer dans une cible verticale gardée par un gardien. Exactement comme au football sur le papier. A contrario du football, le ballon se joue avec les mains au handball. À part pour le cas dans certaines conditions, comme nous allons le voir dans les règles que je vais vous expliquer. Ensuite, la popularité du handball n'est pas due à la même chose que le football. Ce n'est pas forcément dû à sa facilité de pratique comme le football, mais plutôt dû à son côté populaire pour les cours d'EPS. Et c'est au sein donc de l'école et des cours d'EPS que le handball a pu grandir et devenir un sport populaire comme il est aujourd'hui. En effet, à l'heure actuelle, la France est une des meilleures nations du handball. On est en train de tout rafler sur le plan masculin et sur le plan féminin. Alors, la première règle, c'est l'aire de jeu, donc les dimensions de l'aire de jeu et les réglementations sur cette dernière. Donc, dans un premier temps, il va y avoir deux dimensions. Une longueur qui va être de 40 mètres et une largeur qui va être de 20 mètres. Donc, on est sur 40 par 20. Ensuite, deuxième chose, puisque c'est un terrain intérieur, entre la ligne de but et la ligne de sortie de but et le mur, il faut qu'il y ait au moins 2 mètres. Donc ici, il doit y avoir 2 mètres minimum entre le mur et la ligne. Et sur les côtés, donc sur la longueur, il doit y avoir ici, entre la ligne et le mur, au moins, le mur ou n'importe quel autre obstacle, il doit y avoir au moins 1 mètre. Je vous ai réalisé un zoom sur une zone. Effectivement, nous appelons ça une zone car il y a une spécificité. Au sein de la zone, dans la zone de but, le gardien est le seul joueur qui a le droit d'avoir les pieds dans cette zone et de disputer un ballon lorsqu'il est au sol dans cette zone. Nous le verrons dans les prochaines règles, mais tout joueur qui rentre dans cette zone-là, en posant un pied ou en disputant un ballon qui roule au sol, commet une infraction. C'est-à-dire qu'il commet une faute. Que ce soit un défenseur ou un attaquant, il commet une faute. Donc cette zone-là, le diamètre de cette zone, il fait 6 mètres. On est sur 6 mètres. Au sein de cette zone, il y a un petit tiret. Vous allez me dire, mais à quoi sert ce tiret si personne n'a le droit d'y aller à part le gardien? Alors, il y a une spécificité. Au handball, ce que nous pouvons appeler penalty par exemple au football, au handball s'appelle un jet de 7 mètres car il se joue à 7 mètres. Sur ces jets-là, le gardien a le droit de s'avancer jusqu'à ce petit tiret-là qui se situe à exactement 4 mètres du but. Donc le gardien a le droit d'avancer jusqu'à 4 mètres pour tout ce qui est jet de 7 mètres. Il se retrouve donc en face à face à 3 mètres avec le tireur. Ensuite, le deuxième tiré que l'on voit, donc celui-ci, c'est bien le tiré pour faire les jets de 7 mètres. Donc celui-ci, il est à 7 mètres du but. Hop, il est à 7 mètres du but. Et donc un joueur n'a pas le droit de s'avancer plus sur un jet de 7 mètres. Ensuite, nous avons donc une zone qu'on appelle zone de pointillé. Vous allez me dire, mais à quoi sert cette zone? Donc, cette zone, elle permet de délimiter les jets francs, c'est-à-dire les fautes qui vont être commises, mais qui n'amènent pas à avoir un jet de 7 mètres ou, comme on peut le dire vulgairement, un penalty. C'est un jet de 7 mètres, retenez-le bien. Donc, cette zone de pointillé, elle fait 9 mètres. Elle est à 9 mètres du but. Donc, entre le but et la zone de pointillé, nous avons 9 mètres. Bon, 9 n'est pas très beau, mais nous avons 9 mètres. Ensuite, en dehors de cela, donc ces pointillés-là, ils vont servir à mettre les joueurs à distance sur un jet franc. C'est-à-dire que tous les attaquants vont devoir être devant les pointillés et les défenseurs derrière les pointillés. Tout simplement. Et un jet franc, c'est ce qu'on peut appeler par exemple un coup franc au football. C'est une faute qui ne permet pas d'avoir un penalty, mais qui s'est déroulée à l'intérieur de ces 9 mètres. Donc entre les 9 et les 6, donc dans les 3 mètres qui restent. Voilà. Ensuite,
Petite spécificité du handball, ou plutôt des règles du handball, mais qui peut être utilisée partout. On différencie la ligne de but, donc qui se situe entre les poteaux, et la ligne de sortie de but qui se situe à l'extérieur des poteaux, tout simplement. Ensuite, le but de handball. Donc, un but de handball. Quelles sont ses dimensions? Il va faire 2 mètres de haut, donc 2 mètres dans ce sens, par 3 mètres de large. Donc on est sur 2 par 3. Ensuite, il va devoir être de 2 couleurs distinctes et de couleurs distinctes avec le mur. Donc, petit point supplémentaire sur les dimensions, il va y avoir 2 zones de changement qui vont faire 4,50 m de chaque côté de la ligne médiane, donc pour pouvoir rentrer et sortir du terrain en changement illimité, mais ça nous allons le voir dans la prochaine règle. Ensuite, toutes les lignes, elles font partie de la surface qu'elles délimitent. Donc la ligne de touche fait partie du terrain, la ligne de surface, de zone, pardon, fait partie de la zone, etc. Donc la deuxième règle, on va être sur le temps. Alors le temps au handball, quelle est la durée d'un match? Un match, il va durer 2 fois 30 minutes, entrecoupé de une mi-temps, bien évidemment, qui va durer en général 10 minutes, mais qui peut aller jusqu'à 15 minutes maximum. Ensuite, à la fin du match de handball, s'il y a égalité, prolongation. Il peut y avoir jusqu'à 2 prolongations s'il y a encore égalité. Donc, qu'est-ce qu'il va se passer? Il y aura 2 fois 5 minutes avec, entre les deux, 1 minute de mi-temps. Ensuite, encore une fois, s'il y a égalité à la fin de cette prolongation, on part sur une séance de G de 7 mètres. Comme on appelle ça une séance de penalty au football, ici c'est une séance de G de 7 mètres. Il y aura donc 5 tireurs par équipe, donc 5 contre 5. On appelle cela 5 lanceurs, qui vont s'affronter sur une séance de 5 tirs. Si à la fin il n'y a pas de gagnant, on part sur une mort subite. Par contre, la mort subite se déroule différemment par rapport au football. Alors effectivement, le gagnant sera celui qui prend l'avantage et que l'autre ne peut pas rattraper à nombre de tirs égal. En revanche, ce qui se passe, c'est que tous les 5 tirs, donc dès qu'il y a 5 tirs, on refait une liste de 5 nouveaux tireurs. Ça peut être les mêmes tireurs, ça peut être un tireur qui est varié dans les 5 qui sont changés, etc., etc. En revanche, il n'y aura que ces 5-là qui vont tirer. Puis, on revient, toujours égalité, on refait une liste de 5 et on repart. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus égalité. Petite subtilité des jets de 7 mètres au handball, ou plutôt de la séance des jets de 7 mètres. Ça va être dans l'ordre de passage. Comme au football, on commence avec l'équipe A qui va tirer en première, et donc l'équipe B qui tire en deuxième. On continue cela sur les 5 premiers tirs. Si à la fin de la première séance de 5, il y a égalité, on part donc sur la mort subite comme je vous l'expliquais avant, mais on repart donc sur 5 nouveaux tireurs, et là, l'ordre s'inverse. C'est donc B qui tire en premier, A qui tire en deuxième. Par contre, s'il y a encore égalité, on réinverse. C'est A qui passe en premier et B en deuxième. Et ainsi de suite jusqu'à ce que la mort subite s'arrête. Au handball, pour signaler la fin du match, c'est un signal sonore automatique qui est utilisé. C'est un signal sonore qui est intégré avec le chronométrage. S'il n'y a pas ce signal sonore automatique, c'est au chronométreur de faire le signal sonore. Et s'il n'y a ni signal automatique ni chronométreur, c'est à l'arbitre de faire le signal sonore pour signifier soit la fin de la mi-temps, soit la fin du match. Toute infraction qui est commise sur le signal sonore est sanctionnée comme une infraction qui se passe pendant le match. On a pu le voir par exemple à l'Euro avec un but majestueux d'Elohim Prandi face à la Suède qui nous a qualifiés en finale. S'il y a eu faute, ou plutôt infraction sur le signal sonore, sanction, G franc, but. C'était majestueux. Ensuite, si l'arbitre trouve que le signal a été donné trop tôt, il garde les joueurs sur le terrain et reprend par un G franc. En revanche, si il trouve qu'il a été donné trop tard et que par exemple la première mi-temps a été trop longue, a été faite 1 minute de plus, au lieu de faire 30 minutes, elle a fait 31, alors la deuxième mi-temps fera 29 pour compenser. Par contre, une deuxième mi-temps qui est trop longue, on ne peut pas la compenser. Alors au handball, l'arbitre peut et doit décider d'un arrêt du temps de jeu dans 4 situations. C'est-à-dire que le temps va être arrêté et il reprendra à la prochaine reprise du jeu.
Ça empêche par exemple d'avoir du temps additionnel comme au football. D'où le fait que le match s'arrête à l'instant où le signal sonore est donné. Donc, quelles sont ces 4 situations dans lesquelles l'arbitre peut et doit signaler un arrêt du temps de jeu? La première, ça sera soit une exclusion de 2 minutes ou une disqualification pour un joueur. La deuxième, ce sera sur un temps mort demandé par un des deux coachs auprès du délégué et de l'arbitre, pardon. Donc, à savoir que chaque équipe a le droit à un temps mort par mi-temps et 3 maximum par match. La troisième situation, ce sera un coup de sifflet du délégué ou du chronométreur. Et la quatrième situation, ce sera lorsque les arbitres ont besoin de se consulter entre eux pour décider, par exemple, d'une infraction et d'une sanction. S'il y a une infraction qui est commise durant un arrêt du temps de jeu, cette infraction, elle est sanctionnable tout autant qu'une infraction qui a lieu pendant le jeu. Pour signaler un arrêt du temps, l'arbitre, il aura donc à faire 3 coups de sifflet et un signal visuel que je vous montre à l'écran. La troisième règle, ça va être le ballon. Poids, dimension et forme. Donc pour un premier temps, le ballon doit être sphérique, il doit être rond. Dans un deuxième temps, il doit avoir une matière extérieure qui n'est ni brillante ni glissante. Ensuite, dans un troisième temps, il va y avoir des dimensions masculines et des dimensions féminines. Pour ce qui est des dimensions masculines, on va être sur une circonférence qui fait entre 58 et 60 cm. Un poids entre 425 et 475 grammes. Et pour les dimensions féminines, on va être entre 54 et 56 cm et entre 325 et 375 grammes pour le poids. Dans un match, il y aura 2 ballons minimum pour pouvoir participer au match. Après, il peut y en avoir plus pour changer les ballons rapidement s'ils s'en vont. Dans un premier temps, les matchs vont être de 7 contre 7. 7 joueurs contre 7 joueurs, gardien inclus. Donc en général, on est 6 joueurs plus un gardien. On verra après, il y a une spécificité. Ensuite, dans un deuxième temps, chaque équipe aura maximum 7 remplaçants. Maxi, jamais plus. 7 remplaçants maximum. Ensuite, pour commencer un match, il faut être minimum 5 joueurs. S'il n'y a pas 5 joueurs minimum, le match ne peut pas commencer. Ensuite, au cours d'un match, une équipe peut se retrouver à moins de 5 joueurs. C'est-à-dire que pendant le match, une équipe peut être à moins de 5. Par contre, c'est à l'arbitre après de décider s'il arrête ou non le match dans cette situation. Ensuite, dans un troisième temps, il est possible pour une équipe de jouer sans gardien. On le voit assez régulièrement. On l'a vu par exemple avec le Danemark contre l'équipe de France en finale de l'Euro 2024 où ils ont très souvent attaqué à 7. C'est soit pour accentuer, soit pour réduire le score, mais en tout cas, ou du moins l'écart au score. En tout cas, les équipes peuvent le faire. Ils peuvent jouer sans gardien sur les phases offensives, ça se fait très régulièrement. Très souvent quand c'est en cas d'exclusion, quand une équipe se retrouve en infériorité. Soit quand on est 6 contre 7, suite à une 2 minutes. En général, en phase offensive, on se retrouve très régulièrement avec un gardien qui sort, un joueur qui rentre, et ça fait donc du 6 contre 7, mais du 6 contre 6 sur le terrain, plus le gardien pour l'équipe adverse. Donc ensuite, pour ce qui est des officiels d'équipe, on va avoir le droit à un maximum 4 personnes dans le staff de l'équipe. Maxi 4. Et au sein de ces 4-là, on aura le droit à une seule personne qui sera nommée responsable d'équipe. Et c'est uniquement lui qui aura le droit de parler avec les officiels du match. Donc tout ce qui est arbitre, secrétaire, chronométreur, délégué. C'est lui le seul qui aura le droit d'y participer, de s'adresser à eux. Dans un deuxième temps, s'il y a un des 4 membres du staff qui rentre sur le terrain, on arrête le jeu, jet franc. Ensuite, pour ce qui est d'une feuille de match, effectivement, ce sont seulement les joueurs qui sont inscrits sur la feuille de match qui ont le droit de participer à la rencontre. Même chose pour les membres de staff. En revanche, il est possible pour un retardataire d'être inscrit sur la feuille de match sous l'accord du secrétaire chronométreur. Maintenant, pour ce qui est des remplacements en handball, ils sont illimités. Il faut simplement les faire dans la zone qui est donc située entre la ligne médiane et les 4,50 m du côté de son staff pour pouvoir faire les changements. À n'importe quel moment du match, on peut faire n'importe quel nombre de changements à cet endroit-là. Ensuite, ils sont très régulièrement faits effectivement sur des phases, sur le changement de rôle entre attaque et défense pour avoir les meilleurs défenseurs et les meilleurs attaquants sur le terrain. Dans un deuxième temps, tout changement irrégulier sera sanctionné par une exclusion de 2 minutes pour le joueur qui rentre, plus un jet franc pour l'équipe adverse.
Si c'est un joueur supplémentaire qui rentre sur le terrain, il y aura alors une exclusion de 2 minutes pour un des joueurs de l'équipe, plus un jet franc. Et si un exclu, qui est donc 2 minutes dehors ou exclu du terrain, rentre sur le terrain et participe au jeu directement, enfin il participe sur le terrain, il y aura alors une exclusion de 2 minutes pour l'équipe. Le joueur qui est donc lui de base exclu prendra 2 minutes de plus et sur la durée restante de son exclusion, l'équipe aura encore un joueur de moins sur le terrain. Pour ce qui est de l'équipement des joueurs, il faut avoir une tenue uniforme, les deux équipes doivent être de couleurs distinctes et le gardien doit aussi avoir une couleur distincte de son équipe et de l'équipe adverse. Ensuite, tout objet dit dangereux sera interdit. Les lunettes de sport sont-elles autorisées au même titre qu'au football? Et s'il y a une infraction à la tenue ou à l'équipement, du moins, il y aura donc sortie, remise en règle et après le joueur pourra revenir sur le terrain. Pour ce qui est d'une blessure, tout saignement amène à une sortie et il y aura donc blessure plus ce soin pour des joueurs qui se sont blessés sur le terrain. Après, on passe le petit balai là où le joueur est tombé et on repart. Pour ce qui est des blessures, tout saignement entraîne à une sortie. Donc on arrête le saignement, on change l'équipement s'il est touché de sang et après le joueur pourra revenir sur le terrain par un changement. Ensuite, pour ce qui est d'une blessure qui nécessite des soins, il y aura donc des soins, plus une sortie pour le joueur et il pourra revenir sur le terrain, soit après la troisième attaque de son équipe ou au prochain temps de jeu. Encore une fois, merci d'avoir tout regardé. Vous pouvez donc devenir des experts du handball grâce à cette vidéo. Vous êtes encore rentré dans l'élite! Et n'oubliez pas, le sport est un jeu, amusez-vous!